Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons un petit peu découvrir et s'intéresser au système, au processus, aux stratégies à adopter pour s'en sortir dans le recrutement dans l'industrie du jeu vidéo. L'idée ça va être que je prenne mes petites notes de manière en vrac, qu'on discute à l'image d'un podcast et qu'on puisse un petit peu s'intéresser au fonctionnement de cette industrie, au bagage qu'il va falloir se construire pour pouvoir s'en sortir face à la concurrence et également tous les petits tips, les petits comportements pour adopter une stratégie qui peut fonctionner et qui vous permettront peut-être d'obtenir le job voulu. De mon côté, je suis programmeur, donc mes propos seront toujours un petit peu orientés de ce point de vue-là, mais bien sûr, si vous êtes artiste ou alors animateur, ma stratégie s'applique totalement un petit peu à votre manière de fonctionner, même si sur le plan technique, ça sera totalement différent. De mon côté, je sors de plusieurs mois de process de recrutement, d'entretien, etc. En plus de ma première expérience dans le développement de jeux vidéo dans cette industrie. Donc voilà, aujourd'hui, cette vidéo, bien sûr, est basée sur mon expérience. Je vous présente ma stratégie, celle que j'ai construite, celle qui a fonctionné de mon côté. Mais bien sûr, vous pouvez totalement la modifier, prendre l'avis d'autres personnes ou simplement construire votre stratégie à partir de la mienne. Donc moi, je vous propose simplement de commencer par découvrir comment fonctionne le recrutement dans le développement de jeux vidéo. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour vous dire que cette stratégie-là est basée entièrement sur de l'autonomie, c'est-à-dire que vous allez vous construire tout seul. Bien sûr, aujourd'hui, ça peut être une super idée de coupler ça à du networking, à aller s'intéresser au taf des autres, à aller s'intéresser à comment travaillent les autres, etc. Moi, de mon côté, comme j'avais une stratégie claire et que je savais vraiment où je voulais aller et également que je n'ai pas trop galéré à trouver ce que je cherchais, je me suis pas trop intéressé à cette partie-là, mais bien sûr, c'est une grosse erreur et si vous avez la possibilité de faire fonctionner, de pouvoir discuter avec des gens, c'est toujours beaucoup mieux que de passer bien sûr par le processus de base de RH d'une entreprise. Alors concernant cette industrie, comment est-ce que le recrutement fonctionne déjà dans le jeu vidéo ? Eh bien, il faut savoir déjà que la concurrence est rude, très rude, donc il faut déjà partir avec un certain état d'esprit pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que quand vous avez environ 30 à 60 personnes qui postulent à un poste en tant que programmeur, parce que je crois que pour les artistes c'est vraiment galère de ouf, quoi. C'est encore pire que pour des programmeurs. Il va falloir que ça soit vous qui vous adaptez à l'industrie et pas l'inverse, parce que malheureusement aujourd'hui j'ai déjà vu plusieurs fois des messages sur LinkedIn, bonjour, je viens de terminer mon cursus, je viens de terminer mes études, je souhaite trouver un emploi, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, c'est trop dommage parce que ce type de stratégie ne fonctionne pas, simplement parce qu'aujourd'hui, comme les studios sont surbookés de profils, malheureusement, on ne va pas venir vous contacter, c'est la triste réalité. J'aimerais vraiment que quelqu'un me dise moi j'ai réussi à trouver mon premier emploi comme ceci, c'est possible, si vous avez énormément de chance, ça se trouve ça peut fonctionner, mais malheureusement aujourd'hui les studios ne prendront pas la peine de vous contacter directement, à moins que vous ayez un portfolio monstrueux, que vous soyez extrêmement fort. Je parle en tant que programmeur, peut-être que dans d'autres branches de métier c'est différent, mais dans cette branche là ça ne fonctionne pas de cette manière. Ça va être à nous de s'adapter à l'industrie, il va falloir être déterminé, accepter le jeu comme il est, s'y adapter. J'ai aussi pu voir passer beaucoup de messages du style donc une entreprise m'a demandé de réaliser un test de 4 heures, c'est du travail dissimulé, etc. Malheureusement, le jeu fonctionne comme ça, on ne va pas pouvoir le changer, donc si on veut s'en sortir, il va falloir s'y adapter. Parfois certaines écoles peuvent vendre du rêve, voilà, dans cette vidéo je veux vraiment vous montrer l'envers du décor, comment ça fonctionne, un petit peu poser les bases pour vous expliquer que ce n'est pas facile, mais toujours en gardant cet espoir de on va y arriver, on va faire notre bagage, on va s'en sortir, on va adopter une stratégie. Oui, ça ne va pas être évident, il y a beaucoup de concurrence, mais on va s'en sortir, vous allez voir ça. Donc voilà un petit peu de ce côté-là, niveau état d'esprit à adopter, vraiment rester humble vis-à-vis de ses compétences et toujours se remettre en question, toujours analyser le fonctionnement du jeu pour pouvoir mieux s'en sortir. Et sinon, côté process, comment est-ce que ça se passe ? Alors je vous mets en description un site qui pour moi ça a vraiment fonctionné et ça marche super bien. Vous avez par exemple Indeed, LinkedIn pour rechercher les offres d'emploi. Vous avez aussi le site de LiveJV qui est vraiment super chouette pour fouiller les offres d'emploi dans le jeu vidéo. Donc c'est l'agence France du jeu vidéo qui publie très régulièrement, qui propose en fait aux entreprises de publier leurs annonces et ça fonctionne très bien. Je suis passé par ce site de nombreuses fois, je vous le mets en description. Donc niveau process, une entreprise va poser une offre d'emploi et vous allez pouvoir la lire et vous dire ok, celle-ci est faite pour moi. Ce qui me permet de rebondir sur un point qui est très important, le ciblage des entreprises. Dans le jeu vidéo, si vous voulez
parvenir à vos fins, il faut cibler les entreprises, vraiment un ciblage à fond quoi. Surtout ne pas faire un mail générique à envoyer à 150 entreprises, ça ne passera jamais. Chaque mail doit être détaillé et défini pour une entreprise. Dans le jeu vidéo, il y a une règle qui s'applique plutôt bien, c'est le fait d'être excellent dans un domaine très précis plutôt que moyen dans un peu tout. Dans le jeu vidéo, vous pouvez mieux vous en sortir si vous êtes excellent, par exemple, en programmation moteur, que si vous savez faire un petit peu de prog moteur, un petit peu de prog graphique, un petit peu de tout le development, enfin, un petit peu tout. Voilà, donc aujourd'hui, si vous ciblez, vous pourrez mieux vous en sortir que si vous êtes un petit peu trop polyvalent. Bien sûr, encore une fois, en tant que junior, c'est très compliqué d'être ciblé sur quelque chose. On va toujours avoir un petit peu cette généricité, mais le but vraiment, ça va être de vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire exactement et ensuite de cibler cela. Donc voilà, on va trouver ces entreprises, on va les cibler et ensuite, une fois qu'on a trouvé une offre d'emploi, on va pouvoir y postuler. Je ne vais pas vous proposer directement de mail prédéfini parce que ça se trouve, ce que j'ai fait de mon côté, j'ai fait beaucoup d'erreurs, ça je ne pourrais pas vraiment vous affirmer que j'ai eu la bonne stratégie. Mais dans cette industrie qui est relativement, qui ne fait pas vieillot, voilà, qui s'intéresse un petit peu toujours en veille technologique, on oublie les anciennes lettres de motivation à l'image du travailleur de bureau d'il y a 30 ans. On veut en fait simplement un mail concis, vraiment qui rédige très rapidement, qu'on est motivé, qu'on s'intéresse à leur travail, par exemple qu'on a aimé telle ou telle production de ce studio-là, et ensuite n'hésitez pas à venir consulter un petit peu mon portfolio, mon CV, et vous pouvez me recontacter si vous souhaitez échanger davantage. Voilà, moi j'ai toujours adopté un petit peu cette stratégie, on ne veut pas embarrasser ou faire perdre énormément de temps avec un mail de 100 lignes au recruteur, on va lui faire un mail concis, précis, qui va droit au but, et ensuite on le redirige sur son portfolio. Avant de rebondir sur le portfolio, le CV, etc., je souhaite revenir rapidement sur le process de recrutement. Comment est-ce que ça se passe? Donc une fois que vous avez envoyé votre mail, si ça fonctionne, on va vous recontacter, on va pouvoir vous proposer soit un test technique, soit un premier entretien. Celui-ci durera environ une demi-heure, on va discuter de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vos motivations collent un petit peu avec la manière de penser de l'entreprise. On va vous demander un petit peu d'expliquer votre vision du jeu vidéo. Voilà, il faut vraiment pas se prendre la tête, il n'y a pas de pression à avoir. Ok, moi j'adore le jeu vidéo, par exemple, moi ce que j'aimais avant, c'est moi j'adore faire des jeux mobiles parce que bah je balade un petit peu mon travail dans ma poche, puisque comme je balade mon smartphone tout le temps, bah, j'ai mon travail disponible directement sur mon smartphone. J'apprécie cette vision du jeu vidéo, ce qui me permet un petit peu de me projeter sur vos productions, etc. Voilà, en fait, il va falloir simplement être vous-même, dire que vous appréciez le jeu vidéo, pourquoi, pour X ou Y raison, donc simplement vous poser ces questions en amont et essayer de les lier un petit peu à la manière de penser de l'entreprise pour que ça puisse coller par la suite. On va aussi sûrement vous demander de discuter un petit peu en anglais, ça m'est arrivé de nombreuses fois et quasiment à tous mes recrutements. Donc l'anglais c'est quand même très important. Voilà, on va vous demander un petit peu un anglais basique, simple, mais qui permet de communiquer, qui permet d'échanger sur le plan technique, et ça va être intéressant pour les recruteurs qui travaillent par exemple avec des clients ou qui sont simplement internationaux. Donc si vous êtes short niveau anglais, je vous invite à essayer de travailler là-dessus parce que ça vous sera vraiment utile là-dedans. Ensuite, après ce premier entretien, vous aurez très probablement un test technique. Ça peut être, donc moi je parle en tant que programmeur, mais bien sûr en tant qu'artiste, vous aurez sûrement d'autres choses. Je vous laisse fouiller de ce côté-là, mais dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à démoder 3D sur tel ou tel sujet, avec tel ou tel style. Mais en tant que programmeur, on va souvent vous proposer un test de 3 ou 4 heures. Ça peut être des tests en ligne, donc à répondre, soit des QCM, soit résolver un problème, je ne sais pas. On vous demande de réaliser un algorithme de tri, on vous demande de réaliser une structure de données en liste, voilà, ça peut être différentes choses là, mais bien sûr, ça va revenir à un point concernant le ciblage qui est extrêmement important, c'est-à-dire fouiller comme des malades. Ça va montrer votre détermination. Il faut fouiller comme un ouf, c'est-à-dire que vous allez lire vraiment dans l'offre d'emploi chaque petit point précisé. Par exemple, tout ce qui peut être un plus ne doit pas être un plus, ça doit être obligatoire. C'est-à-dire que, par exemple, moi je postule pour une offre de programmation moteur, savoir faire de la programmation graphique est un plus. Je ne suis pas programmeur graphique, donc je ne peux pas avoir ce plus-là, mais je vais quand même faire l'effort de m'y intéresser. Qu'est-ce que la programmation graphique? Connaître les systèmes de base de programmation graphique, le raycasting, le ray tracing, le DLSS de Nvidia par exemple, s'intéresser un petit peu au fonctionnement de la programmation graphique. Donc voilà, vraiment décortiquer
à fond cette offre d'emploi pour essayer de pré-shot en fait ce qu'on va pouvoir vous demander au test. J'avais postulé pour une offre d'emploi donc pour de la programmation gameplay mais relativement orientée maths. Donc de base je suis programmeur gameplay avec mon cursus à l'école 42, j'ai pas du tout de soucis en termes de logique de programmation, de structure de données, etc. Mais en revanche côté mathématiques ça peut poser un problème. Donc en lisant un petit peu l'offre d'emploi, ok donc on attend de bonnes connaissances en mathématiques notamment en algèbre linéaire, et bien dans ce cas là il faut pré-shot les tests techniques. Vous allez foncer, apprendre comme un ouf l'algèbre linéaire avant les tests, et vraiment ça m'a aidé à fond. Je me rappelle lors d'un test technique, de mon côté j'ai réalisé un bac S, donc j'avais un niveau mathématique de lycéen, et ce que je considère un petit peu limite parfois dans le développement de jeux vidéo. Comme je n'ai pas fait par exemple spé maths etc, je ne savais pas ce que c'était une matrice. Voilà, ça c'est un truc tout bête, mais je savais pas ce que c'était une matrice. Et une matrice, c'est pas forcément très compliqué, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable, mais je savais pas ce que c'était. Et là, quand j'ai vu algèbre linéaire, matrice, etc., j'ai totalement appris comme un ouf des matrices, et plus tard à l'entretien technique, eh bien, le gars m'a posé des questions sur les matrices. Et donc le fait, en fait, de pré-shot ce genre de questions, eh ben, ça va vous permettre de vous en sortir beaucoup plus en entretien. Le fait, en fait, de montrer votre détermination, comment est-ce que vous allez la montrer? Eh bien simplement en décortiquant tout. Vous fouillez sur internet, vous allez faire des recherches sur la boîte, on cible à fond. Est-ce que vous pouvez trouver des témoignages de recrutement de cette boîte? Et parfois même les gars vous détaillent le process qu'ils ont eu. Voilà, le but en fait c'est de fouiller au maximum pour essayer de pré-shot ce qu'on attend de vous et pour pouvoir ensuite dire finalement ce que le recruteur a envie d'entendre de votre part. Donc voilà cet aspect un petit peu détermination qui vous permettra de sortir du lot. Parce qu'encore une fois, oui, la concurrence est rude et c'est de cette manière qu'on va pouvoir un petit peu essayer de devenir la personne qui peut correspondre à cet emploi. On reste donc toujours dans cette optique de je m'adapte à l'entreprise et ensuite je fouille à fond de ce côté-là. Voilà, donc encore une fois dans ce podcast, je discute un petit peu de tout, donc j'ai pas mal de notes un petit peu en vrac, même si c'est un petit peu structuré. Donc n'hésitez d'ailleurs pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous l'appréciez et aussi à me dire en commentaire si vous appréciez ce format de vidéo là. Pour retourner un petit peu à notre process, donc on a déjà effectué un premier entretien, un test technique qui a fonctionné. D'ailleurs, petite parenthèse, en général, on peut vous donner une note sur 100 sur les tests techniques. Malheureusement, on n'est pas au lycée, la concurrence est rude. L'idée, ça va pas être d'avoir 50 sur 100, ça va être au moins d'avoir 70 sur 100. Donc toujours dans cette optique de on attend des compétences en C++ de votre part, révisez comme un full C++. Voilà, vraiment, adaptez-vous avec détermination, on fouille de partout l'offre d'emploi. Une fois qu'on a réussi nos tests techniques, on va revenir vers nous probablement soit pour un entretien technique, pour un petit peu valider vos compétences, faire le débrief de vos tests, etc. Soit l'entreprise n'est pas très exigeante dans son process et simplement faire un entretien avec le manager, etc. pour voir si votre personne correspond à la boîte et ça se trouve vous aurez pas de suite de process après et ça fonctionnera comme ça. Soit vous tombez sur une boîte plus exigeante avec un entretien avec le manager, ok ça fonctionne, ensuite un entretien avec le CEO si c'est une boîte un petit peu plus petite, ou alors le directeur technique, etc. Donc moi dans mes derniers process de recrutement, pour vous donner une idée, concernant mon premier emploi, je postulais pour un stage, donc ah oui, ça c'est quelque chose de très important. Si vous avez la possibilité de rentrer dans l'industrie par l'intermédiaire d'un stage ou d'une alternance, ça vous aidera beaucoup plus pour obtenir votre CDI par la suite. Très souvent, c'est pas toujours le cas hein, bien sûr, les entreprises recrutent des stagiaires pour les prendre après en CDI. Donc si vous avez un stage, butez-vous pendant ce stage, allez-y à fond. Je me rappelle pendant mon premier stage, j'arrivais avant les employés, je partais après les employés. Vraiment j'étais déterminé, bon j'avais un petit peu dos au mur comme j'avais pas d'autre choix que de réussir ce stage, mais aujourd'hui vraiment le stage c'est une énorme opportunité pour entrer de manière plus fluide dans l'industrie et pas se taper le gros mur de recrutement à l'entrée. Voilà, donc petite parenthèse terminée, si vous avez l'opportunité de passer par un stage ou une alternance, ça peut être très cool. Et une fois que vous êtes embauché, l'idée c'est de vous faire au grand minimum 3 ans d'expérience pour être après tranquille et pouvoir rouler ensuite dans votre métier. Donc pour mon premier stage, j'avais simplement postulé à une offre en ligne. Ensuite, j'avais eu un premier entretien, ensuite un test technique, je devais réaliser un petit jeu sur Unity, comme c'était une boîte de jeux mobile, et ensuite un dernier entretien visio pour discuter tranquillement, etc. Et ensuite j'ai eu l'offre. Donc on est sur une base de deux entretiens à peu près avec un test technique, ce qui n'est pas énormément exigeant. Donc encore une fois, quand vous êtes stagiaire, il est plus simple de rentrer dans cette industrie. Et même sur le plan des offres d'emploi, en tant que junior, on a beaucoup plus d'offres pour les stagiaires que pour des vrais postes en CDI par exemple.
Ensuite, pour mon second emploi, là j'ai eu un process beaucoup plus rude, ça n'a rien à voir. Bon, c'était sur un studio un petit peu plus conséquent, des plus grosses productions, donc on avait quelque chose de plus approfondi, avec un niveau plus élevé. Donc j'ai eu dans un premier temps l'offre d'emploi, j'y ai postulé en m'intéressant grandement à cette entreprise, en ciblant à fond pour être vraiment orienté dans la vision du jeu vidéo de cette entreprise. Ensuite j'ai eu un premier entretien d'une demi-heure où j'ai expliqué mon parcours, ma vision des choses, etc. dont un quart d'heure en anglais, donc là c'était relativement important. Ensuite j'ai eu un test technique de 4 heures en C++ en ligne, ça s'est relativement bien passé, j'ai pu continuer là-dessus. Par la suite, j'ai eu un entretien technique d'1 h 30, donc là c'était assez hard aussi, avec 2 vétérans du jeu vidéo qui me posaient des questions mathématiques, techniques de jeu vidéo, ma vision des choses, mon parcours, enfin vraiment assez approfondi cet entretien. Après ils avaient vraiment une idée complète de mon profil. Et moi, par la suite, je pensais que ça allait être bon, mais non, j'ai dû ensuite les rencontrer sur place, parce que c'était important pour eux et également pour moi, bien sûr. Mais sur place, j'ai à nouveau réalisé 3 heures de test technique en C++, et par la suite, un entretien d'1 heure pour expliquer chaque ligne de code, l'exécution du code, etc., du test technique que je venais de réaliser. Donc là, pour moi, je pense qu'on est sur un process qui relève d'une exigence quasi maximale. C'est-à-dire qu'on aura rarement plus difficile 4 ou 5 entretiens plus 2 tests techniques. Quand on commence à avoir 2 ou 3 tests techniques, c'est qu'on est sur un process très exigeant. Mais encore une fois, persévérer, persévérer, persévérer. Là, le process, il est difficile, c'est le jeu, mais c'est pareil pour tous les candidats. Vous acceptez le jeu, on continue le process, et moi, pendant ce process qui a duré en plus 2 mois, c'est très long, on attend les mails, mais on accepte le jeu, on est là, on continue, et finalement, à la fin peut être heureuse. Voilà, donc vraiment, accrochez-vous lors de ces tests techniques, lors de ces process de recrutement. Si vous persévérez, que vous acceptez le jeu, ça peut fonctionner. J'ai passé pas mal de temps à essayer de détailler un petit peu le fonctionnement de l'industrie du recrutement, j'espère que vous en avez une vision un petit peu plus claire. Et concernant le portfolio et le CV, ça va être un petit peu plus simple parce qu'on sait tous un petit peu à quoi s'attendre. Bien sûr, l'idée va être vraiment de construire quelque chose de cohérent pour que ça puisse fonctionner par la suite. Concernant le CV, je ne vais pas vous montrer un CV type, etc. Je pense que je suis pas du tout le plus qualifié, je vous invite à faire des recherches supplémentaires de ce côté-là, mais de ce que j'ai pu entendre un petit peu des retours de l'industrie, il faut vraiment marquer l'accent sur les projets réalisés, les premières expériences. Vous avez fait 3 ans dans une école de jeux vidéo, présentez vos projets, présentez les technos que vous avez utilisés, présentez le temps des projets, etc. Si vous avez réalisé des stages, vous pouvez le marquer, le spécifier. Ce qui va être important en fait, le recruteur va vraiment regarder votre expérience. Vous pouvez mettre tout en bas en petit. L'idée c'est vraiment de ne pas vous étaler sur ce que vous aimez faire dans la vie. J'aime la lecture, j'aime le voyage. C'est chouette, vous pouvez le marquer ou mettre un petit icône d'avion, ce que vous souhaitez. Mais le but voilà, c'est de le marquer de manière très discrète. On va vraiment vouloir cibler à fond l'expérience, les projets réalisés, tout ça. On va mettre un petit peu au second plan, j'adore la musique, j'adore faire telle ou telle chose, vous allez le mettre dans une petite partie en petit, en bas à gauche ou en bas à droite de votre CV, et ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus discret à ce niveau-là, et vraiment de centrer votre CV sur les compétences. Vous pouvez aussi rajouter une petite phrase mais relativement courte, on veut quelque chose d'épuré, de très lisible, le recruteur en moins de 5 secondes il doit comprendre pourquoi vous postulez. Donc encore une fois on reste dans cette optique de ciblage. Sur votre CV si vous cherchez un stage en programmation gameplay, vous marquez stage programmation gameplay, en gros voilà le recruteur direct il doit capter, lui il veut un stage, lui c'est un programmeur gameplay et il a telle ou telle expérience, ah il aime la musique, voilà c'est toujours cool mais on l'a mis en petit discretos en bas du CV, y a pas de souci, il a mis sa petite phrase d'accroche en 1 ou 2 lignes, c'est assez clair, c'est assez épuré, voilà ça marche. Donc voilà, je ne vais pas vous donner énormément plus de conseils à ce niveau-là parce que je pense pas être qualifié, mais en tout cas on veut quelque chose encore une fois qui va droit au but. On se met à la place du recruteur, si je suis recruteur, qu'est-ce que j'attends d'un stagiaire programmeur gameplay par exemple. D'ailleurs aussi petit débat concernant le CV, 1 page ou 2 pages, moi je suis toujours resté sur 1 page, pour toujours rester concis, aller droit au but, toujours cet état d'esprit là un petit peu, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, ça se trouve si vous avez un CV de 2 pages ça fonctionnera beaucoup mieux, voilà c'est mon retour d'expérience à moi, vous pouvez un petit peu le prendre ou aller vous faire d'autres idées chez d'autres personnes, donc de mon côté j'ai fonctionné de cette manière et ça a plutôt bien fonctionné.
Aussi, je voulais faire une petite parenthèse concernant les candidatures spontanées. Ça, c'est important, je voulais en parler. Donc, malheureusement, les candidatures spontanées, très souvent, ça sert totalement à rien. C'est-à-dire que les recruteurs n'en ont rien à faire des candidatures spontanées. Donc, il ne faut pas passer son temps à faire des candidatures spontanées. Vous pouvez avoir énormément de chance de faire une candidature spontanée et que le recruteur n'ait pas encore publié une annonce qui correspond à votre profil. Mais encore une fois, ça relève de l'improbable. Personnellement, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai postulé à fond sur toutes les offres d'emploi pour lesquelles je me sentais qualifié et que ça pouvait le faire. Et quand j'avais du temps, encore plus, en bonus, je faisais des candidatures spontanées pour glisser mon CV dans le vivier de profils que les entreprises pouvaient avoir. Donc voilà, en termes de candidature spontanée, ne misez pas tout là-dessus parce que c'est relativement improbable que ça fonctionne. Mais encore une fois, on met toutes les chances de notre côté, donc pourquoi pas ne pas en faire, ça peut le faire par la suite. Donc les recruteurs n'en ont très souvent pas grand chose à faire, mais on ne sait jamais, ça peut fonctionner de ce côté-là. Petite parenthèse terminée, je vous propose de parler un petit peu du portfolio, ce que je considère qui est important pour celui-ci et ce qui a fonctionné aussi de mon côté. Le portfolio, quand on est junior, eh bien malheureusement souvent l'erreur qu'on va faire c'est ok, il faut que j'ai des projets à fond, il faut qu'il soit énorme mon portfolio, il faut qu'il y ait plein de trucs, il faut que ça soit la blinde de projets dedans, et en fait ce qui se passe c'est que vous êtes junior, vous n'avez pas fait le dernier God of War en tant que junior, donc vous n'avez pas forcément d'énormes projets, vous n'avez pas forcément beaucoup de projets. L'idée ça va être d'avoir quelque chose de très structuré. Et ce qui va vous permettre de vous démarquer des autres, c'est l'approche que vous avez effectuée lors de vos projets. Le recruteur ne va pas simplement vouloir voir ce que vous avez fait, mais vouloir voir pourquoi vous avez fait ça, quel techno vous avez utilisé, quels problèmes vous avez rencontrés, comment le processus s'est passé, si vous avez travaillé en équipe ou pas, etc. Il faut vraiment avoir cette approche approfondie. Donc moi de mon côté, mon portfolio il n'est pas forcément énorme, mais en fait je crée vraiment des articles totalement, je vous montrerai ça, j'ai créé des articles totalement personnalisés sur le process que j'ai adopté lors de mes projets. Je vous prends un exemple, j'ai créé un petit jeu en ligne de cartes, voilà simplement un pierre-feuille-ciseau de cartes parce que ça me tenait à cœur et je l'ai expliqué totalement dans mon article de mon portfolio. Voilà, je n'ai aucune compétence en développement de jeux multijoueurs, j'avais vraiment envie de réaliser mon tout premier jeu en ligne et pour cela j'ai choisi un pierre-feuille-ciseau en développement asynchrone, donc on a vraiment un objectif qui est réalisable mais qui va me permettre un petit peu de m'intéresser aux jeux en ligne. J'explique les objectifs, les outils que j'ai utilisés, les règles du jeu. Ensuite, je montre les différentes étapes du développement du jeu. J'ai utilisé Unity, j'ai utilisé tel outil. Ah, en utilisant cet outil, ça n'a pas trop fonctionné, donc j'ai pris la décision de changer. Voilà, on va vraiment être dans cette approche de le recruteur, il recherche un petit peu quel est le fond de votre projet, qu'est-ce que vous avez apporté à ce projet, qu'est-ce que ce projet vous a apporté, qu'est-ce que vous recherchiez dans ce projet, les problèmes que vous avez rencontrés, etc. Donc j'explique les étapes de mon projet, j'explique que la grosse difficulté ça a été de faire, par exemple dans mon jeu en ligne, communiquer les actions des joueurs en temps réel, etc. Ça n'a pas forcément été quelque chose de simple au début, je l'explique, c'est pas grave totalement, les recruteurs vont aimer voir que vous vous êtes planté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on garde toujours quelque chose de structuré à ce niveau, on met des petites vidéos pour illustrer, des screenshots, etc. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je souhaite vous préciser à intégrer dans un portfolio qui vous permettra vraiment de vous démarquer des autres. Et ensuite, on peut également avoir une petite conclusion, ce projet m'a apporté telle chose, c'était très chouette, et qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Je pourrais rajouter ça dans mon jeu, etc. Donc même si on a un projet qui est en cours de développement, il ne faut pas hésiter à l'inclure dans son portfolio. Aussi concernant le portfolio, moi personnellement j'ai utilisé Notion, vraiment je trouve que c'était vraiment très pratique d'utiliser Notion parce que ça permet d'avoir quelque chose de très épuré, de très structuré, de très joli à regarder, voilà, donc il y a sûrement plein d'autres sites qui proposent des systèmes un petit peu comme ça pour pouvoir faire ses portfolios, mais moi personnellement j'ai utilisé Notion parce que ça a été très pratique pour avoir un site, enfin un petit blog en ligne qui est toujours dispo, qui est gratuit en plus de ça où il n'y a pas de souci, et côté ergonomie, j'ai trouvé ça avec ce petit système de pages dans Notion, très ergonomique pour que l'employeur en fait ait la possibilité de fouiller, de se dire ah tiens il a fait ça, je vais aller fouiller, ah tiens il a fait ça, je vais aller fouiller. Voilà, donc un petit peu de ce côté-là, j'ai trouvé Notion très utile pour construire mon portfolio de manière personnalisée et unique. Donc prenez le temps de faire votre portfolio. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose d'obligatoire. Il y a certaines personnes qui postulent sans portfolio, c'est possible, ça peut fonctionner, mais vraiment
vraiment, si vous avez un portfolio de manière structurée de cette façon, un petit peu comme je l'ai expliqué, ça peut vous aider et vraiment vous faire passer devant plein de personnes. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est que les recruteurs vont parfois rechercher un état d'esprit plus que des compétences techniques. Chez un stagiaire, niveau compétences, on sait que c'est quelqu'un qui va réaliser un stage, donc ça va pas être un senior, ça va pas être quelqu'un qui va, on va lancer sur une énorme prod et que ça va fonctionner direct, ça va être quelqu'un qu'on va vouloir avant tout former, modeler à notre façon de penser dans notre entreprise, etc. Donc côté stagiaire, bien sûr, il faut avoir des compétences de base, etc. Mais si derrière, on a cet état d'esprit, on a cette envie de continuer, on a cette vision du jeu vidéo, de l'industrie, on s'intéresse à l'entreprise, vraiment, chez un stagiaire, l'état d'esprit est tout aussi important, voire parfois plus important que les compétences tech. Parce que si vous n'avez pas forcément énormément de projets, mais qu'on les détaille à fond dans notre portfolio, etc., et qu'on montre notre état d'esprit, on montre notre capacité à se remettre en question, à envie d'évoluer, à envie de se projeter sur tel ou tel projet, et les recruteurs, ils vont adorer cela, et ça peut vraiment vous faire passer devant des gens qui sont plus compétents que vous. Parfois, un recruteur va préférer prendre quelqu'un qui est un petit peu moins compétent, mais qui a un meilleur état d'esprit, parce que ça, c'est beaucoup plus... les compétences, c'est beaucoup plus facile à améliorer, alors que l'état d'esprit, on peut pas changer les gens qui fonctionnent pas avec notre état d'esprit. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais concernant le portfolio, ça montre, c'est encore une fois quelque chose qui montre votre détermination, qui montre que vous avez envie d'y aller, etc. Et ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Donc voilà, on est toujours dans cette optique de réussir, on relance aussi régulièrement. Par exemple, moi ça m'est arrivé, j'ai obtenu un job, j'avais donc réussi ma lettre entre guillemets de motivation, j'avais eu ce retour, voilà, bonjour, on est intéressé, on souhaite faire un entretien. J'avais répondu, j'avais donné mes disponibilités et depuis plus rien. Et au bout d'une semaine, ok, j'ai plus de retour, qu'est-ce qui se passe, etc. Eh bien, il faut pas se dire, ah, je me suis fait ghoster, tant pis. Non, on relance, et j'ai relancé. Et effectivement, parfois dans les services RH, comme il y a énormément de candidats, il peut y avoir quelques oublis, etc. Donc c'est pas grave, on relance, et derrière, ça a totalement fonctionné. La personne avait juste oublié de me relancer et de caler l'entretien. Donc on n'oublie pas de relancer. Également, donc ça je l'ai déjà dit, mais tout ce qui est un plus, tu dois le fouiller. Donc n'importe quel plus dans l'industrie, par exemple, développeur C++. En plus, si vous connaissez la programmation en multithreading, je connais pas la programmation en multithreading, je vais venir m'y former, même de manière débutante, juste avoir un premier avis, ça peut être intéressant de le caler en entretien. Si vous arrivez même en entretien à caler des trucs de débutants, c'est toujours un plus. Voilà, donc vraiment, mettez toutes les chances de votre côté. Aussi, il y a le site Glassdoor qui est intéressant, vous pouvez avoir des feedbacks de process de recrutement sur Glassdoor. Je vous mets le lien en description, c'est toujours cool, sur des grosses entreprises, comme il y a beaucoup de personnes qui y travaillent, vous pouvez avoir des retours d'expérience et de process de recrutement, donc toujours dans cette optique de fouiller. Expliquez votre vision du jeu vidéo, pourquoi est-ce que vous aimez le jeu vidéo vraiment de manière profonde. J'adore FIFA, donc je veux faire des jeux de foot, ça passera pas trop, donc vraiment dites, ok, moi j'adore faire des jeux vidéo, j'adore par exemple, moi personnellement, je l'ai déjà calé plusieurs fois en entretien, j'adore les roguelikes parce que j'adore la technique de génération procédurale dans les donjons qui offre une partie personnalisée à chaque fois que le joueur va relancer le jeu. Voilà, c'est ce genre d'approche qu'on va essayer de rechercher sur notre vision du jeu vidéo. C'est ce qui va conclure un petit peu cette vidéo qui est déjà bien sûr longue. J'espère que vous aurez apprécié ce format beaucoup plus posé, beaucoup plus café. Voilà, on discute de manière un petit peu plus podcast. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce format en commentaire. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels on peut discuter tranquillement de cette manière. Je pense honnêtement que ça peut être un petit peu un témoignage qui peut vous être utile, qui peut vous apporter quelque chose. Et moi, si je pouvais conclure sur quelque chose, tout simplement, j'ai envie de vous dire, gardez la motivation. Je sais que c'est pas forcément évident de trouver le job que vous souhaitez dans le jeu vidéo, mais dans tous les cas, ce milieu reste un milieu de passionnés et vous rencontrerez des gens qui adorent leur travail, et c'est pour ça que par rapport à d'autres milieux, j'ai vraiment des super expériences dans le jeu vidéo, donc restez motivés, vous trouverez forcément votre place, et ça vous permettra aussi de voir si ce milieu vous convient. C'est vraiment un environnement qui est incroyable, je suis tombé sur des personnes géniales, je suis tombé sur des personnes qui avaient 30 ans d'expérience et qui me prenaient même pas de haut, et ça c'est pour vous dire, quelqu'un qui a la capacité de vous démonter techniquement, ne vous prend pas de haut, vous écoute. Voilà, encore une fois, dans tous les milieux, il y a des personnes malhonnêtes, mais vraiment j'ai eu de super expériences dans le jeu vidéo, donc je vous invite à rester motivé, prenez le temps de construire quelque chose de solide et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ok, c'est une industrie qui est difficile, qui est concurrentielle, mais si on met en place sa stratégie, ça peut le faire. Alors gardez espoir,
continuez vos projets, restez motivés, il n'y a pas de raison. Voilà, si vous souhaitez un petit peu continuer sur ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai vraiment apprécié discuter de manière tranquille avec vous, et ce que je souhaite vraiment, c'est terminer sur une note positive. On a un petit peu vu tout ce qui était difficile dans cette industrie-là, mais vraiment, on garde espoir à la fin, on continue, on reste motivé, et ça va le faire. Allez, moi je vais vous laisser là, et puis je vous propose de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Allez, bonne continuation à vous, bon courage dans vos projets, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!